Nous sommes le 7 septembre 1940 et Hermann Göring se trouve sur la côte française, au Cap Blanc-Nez. Jumelle à la main, il regarde vague après vague ces bombardiers de la Luftwaffe traverser la Manche. Il sourit pratiquement. Parce que ces officiers du renseignement viennent de lui remettre des rapports qui devraient faire plaisir à tout commandant militaire. Le RAF Fighter Command est terminé. Selon les évaluations des services de renseignement de la Luftwaffe, il restait aux Britanniques peut-être 100 chasseurs opérationnels, peut-être moins. Le calcul était simple. L'Allemagne bombardait sans relâche les aérodromes de la RAF depuis le 13 août. Ce qu'ils appelaient Adlertag, Eagle Day. Kenly, Big Hill, Manston, et Glisborne. Ce n'étaient pas seulement des noms sur une carte. Ils fumaient des cratères. Les cintres se sont effondrés comme des cartons, des pistes qui ressemblaient à la surface de la Lune. Le chef du renseignement, le major Joseph B. O. Schmidt, avait dressé une évaluation minutieuse des dégâts. Sur le papier, cela semblait dévastateur. Plus d'une douzaine de stations majeures de la RAF ont été touchées à plusieurs reprises. La Luftwaffe a effectué plus de 1500 sorties rien que le 15 août, soit la plus grande journée de combat aérien de l'histoire jusqu'à présent. Les pilotes allemands revenaient avec des images de caméras montrant des tirs directs. Ils avaient vu les explosions, compté les ouragans en feu et les crachats au sol. Les rapports qui affluent au quartier général de la Luftwaffe dressent le portrait d'une force aérienne à bout de souffle, saignant sur ses propres pistes. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante. Chaque matin, après ces raids dévastateurs, lorsque les formations de bombardiers allemands pénétraient dans l'espace aérien britannique, elles étaient accueillies par des escadrons de Spitfire et d'ouragans. Pas des poignées, pas des retardataires, mais des escadrons complets. 12 avions ici, 16 là, s'élevant de ce qui aurait dû être des aérodromes détruits. Rien que le 30 août, les chasseurs de la RAF ont effectué plus de 1000 sorties. Cela vient d'une force aérienne qui était censée avoir moins d'avions opérationnels que de sorties effectuées. Les chiffres n'ont pas simplement manqué de s'additionner. C'était mathématiquement impossible. Göring était furieux. Il a accusé ses pilotes d'avoir exagéré les victimes. Il a interrogé ses agents de renseignement. Les Britanniques ont-ils d'une manière ou d'une autre reconstruit leurs combattants du jour au lendemain? Volaient-ils des avions endommagés, maintenus ensemble par de l'espoir et des câbles? Le maréchal du Reich n'arrivait pas à comprendre cela. Ces bombardiers avaient photographié des cintres détruits. Ces combattants avaient mitraillé des avions stationnés. Les cratères étaient réels. Les incendies étaient réels. La destruction a été documentée. Pourtant, la RAF a continué à venir, a continué à se battre, a continué à apparaître exactement là où les renseignements allemands disaient qu'elle ne devrait plus exister. Ce que Göring ne savait pas, ce que tous ses agents de renseignement avaient complètement manqué, c'est que les aérodromes qu'ils pouvaient voir, se marquaient sur chaque carte, les stations évidentes avec leurs bâtiments permanents et leurs pistes d'atterrissage clairement définies, n'étaient que la pointe de l'iceberg. Les Britanniques avaient construit une force aérienne invisible opérant depuis les champs de bataille. Les Allemands n'ont jamais photographié parce qu'ils n'ont jamais su les chercher. Ceux-ci ne figuraient sur aucune carte d'avant-guerre. Ils ne figuraient dans aucun dossier des renseignements. Il s'agissait de bases fantômes, d'aérodromes satellites si intelligemment dissimulés que même lorsque des avions de reconnaissance allemands les survolaient directement, ils n'étaient considérés que comme de simples terres agricoles. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de l'improvisation. Il s'agissait d'une tromperie stratégique exécutée à un niveau que la Luftwaffe ne pouvait même pas comprendre. Le concept était brillamment simple. Pour chaque station majeure de la RAF apparaissant sur les cartes allemandes, la Grande-Bretagne avait créé 3, 4, parfois 5 terrains d'atterrissage supplémentaires dispersés dans un rayon de 16 km. Ce n'étaient pas des aérodromes pleins au sens traditionnel du terme. Il s'agissait de pistes d'atterrissage d'urgence, de points de ravitaillement et de zones de dispersion qui pouvaient servir de bases opérationnelles lorsque la station mère était attaquée. Le terme officiel était aérodrome satellite, mais cela semble plus formel qu'il ne l'était en réalité. Beaucoup de ces sites étaient littéralement des champs de fermiers qui avaient été discrètement étudiés, aplatis et désignés pour les opérations de chasse. Les planificateurs du ministère de l'Air avaient commencé à développer ce réseau dès 1938, alors que la guerre semblait inévitable. Ils comprenaient quelque chose de fondamental à propos de la guerre aérienne que les Allemands ne comprenaient apparemment pas. La concentration vous rend vulnérable. Si vous garez 50 Spitfire sur un aérodrome doté de hangars permanents et de dépôts de carburant, un bombardement réussi peut anéantir tout votre escadron en 20 minutes.
Mais 6 et même 50 avions sont répartis sur 5 emplacements différents, cachés dans des forêts et derrière des haies, l'ennemi doit trouver et détruire les 5 sites pour obtenir le même résultat. Et les trouver, c'était ça le truc. À l'été 1940, le RAF Fighter Command disposait de plus de 70 de ces champs de satellites opérationnels dans le sud de l'Angleterre. Certaines étaient des affaires élaborées avec des pistes appropriées comme la RAF West en est près de Chicha, qui servait de satellite pour Tangmere. D'autres n'étaient guère plus que des bandes d'herbe avec quelques tentes et des branchements de carburant cachés sous le sol. Filets de camouflage. Mais chacun d'entre eux était invisible pour la reconnaissance allemande. Les services de renseignement de la Luftwaffe d'avant-guerre avaient cartographié de manière approfondie les aérodromes britanniques. Ils savaient exactement où se trouvaient Biggin Hill, Kenley, North Salt et les autres grandes gares. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces cibles évidentes étaient devenues en quelque sorte des leurs. Vous pourriez les détruire en bombardant et les escadrons fonctionneraient simplement à partir des satellites le lendemain matin. Prenez RF Nordtal dans le Sexe moyen. Les Allemands l'ont martelé à plusieurs reprises fin août. Les photographies montraient des pistes cratérisées et des bâtiments endommagés. Mission accomplie, c'est vrai. Sauf que les escadrons de Nortol, dont le célèbre escadron polonais 303, opéraient déjà principalement à partir de Hon, un champ satellite situé à quelques kilomètres au sud. Les Polonais n'ont même pas dormi à Northolt. Ils étaient cantonnés dans des maisons de réquisition près de Hon, où leur huracan était dispersé sous des arbres couverts de filets de camouflage qui les faisaient se fondre parfaitement dans la forêt environnante. Dans le Kent, la RAF Hawkinger était perché de façon spectaculaire sur les falaises près de Folkestone. On aurait dit qu'il avait été effacé après des attaques répétées de Stuka en août. La salle des opérations a été détruite. Les cintres étaient des cadres squelettiques en métal torsadé. Et la piste principale était inutilisable. Pourtant, le 32e escadron a continué à effectuer des patrouilles quotidiennes tout au long du mois de septembre. Il s'était installé à Limpney et Detling, des champs satellites à l'intérieur des terres que la Luftwaffe touchait à peine parce qu'ils ne savaient pas que ces bandes d'herbe étaient désormais des bases de chasse opérationnelles. Le réseau s'étendait de Portsmouth à Colchester, de Tempest Estuary au Sussex Downs. Le commandement des chasseurs avait essentiellement créé un système de défense aérienne distribué et résilié où la destruction de l'infrastructure visible ne signifiait presque rien. Les Allemands jouaient aux dames, attaquant les pièces qu'ils voyaient. Les Britanniques jouaient aux échecs en 3 dimensions avec la plupart de leurs pièces cachées sous l'échiquier. Faire disparaître un aérodrome ne se limite pas à garer les avions sous les arbres. Le défi technique était énorme. Vous avez besoin d'une bande plate d'au moins 800 mètres de long pour qu'un Spitfire puisse atterrir en toute sécurité. Vous avez besoin de stockage de carburant, de milliers de gallons de carburant d'aviation à indice d'octane élevé. Vous avez besoin de dépôts de munitions, de matériel de maintenance, d'un endroit où loger les pilotes et le personnel au sol. Tout cela doit être suffisamment fonctionnel pour lancer des opérations de combat en quelques minutes, mais suffisamment invisible pour qu'un douanier de reconnaissance allemand volant à 20 000 pieds ne voie que la campagne. L'approche de la RAF était à la fois technique et théâtrale. Commencez par la piste elle-même. La plupart des champs satellites utilisaient des bandes de gazon plutôt que du béton ou du tarmac. Parce que vu du ciel, l'herbe ressemble à tous les autres terrains d'Angleterre. Les jardiniers tondaient en fait des motifs dans l'herbe qui imitent les terres agricoles. Des bandes alternées de hauteurs légèrement différentes qui, vues d'en haut, donnaient l'impression qu'un agriculteur était en train de labourer. Certains champs gardaient de véritables moutons ou bovins en pâturage sur la piste d'atterrissage jusqu'à ce que les avions aient besoin de l'utiliser. Un membre de l'équipe au sol éloignait littéralement les animaux. Les avions atterrissaient ou décollaient et le bétail revenait dans l'heure. Les photographes allemands qui ont regardé ces images ont vu des terres agricoles et non des infrastructures militaires. Le stockage du carburant a été caché à la vue de tout grâce à une tromperie magistrale. Sur plusieurs sites du Sussex et du Kent, la RAF a construit de fausses granges et silos à grains qui étaient en réalité des réservoirs de carburant renforcés. Les extérieurs en bois semblaient patinés et authentiques. Certaines étaient même décorées de vieux matériels agricoles appuyés contre elles. À l'intérieur, des réservoirs en acier contenaient 5000 gallons de carburant à indice d'octane sans relier par des tuyaux souterrains à des points de ravitaillement dispersés autour du champ. À la RAF West Apney, les camions-citernes étaient déguisés en remorques agricoles et garés dans des haies. Les pilotes faisaient rouler leur Spitfire derrière une rangée d'arbres et le personnel au sol en travail civil les ravitaillait avec ce qui ressemblait à du matériel agricole. Les cintres étaient le problème le plus délicat. Vous ne pouvez pas cacher un bâtiment métallique de 100 pieds.
Les Britanniques ont donc utilisé des structures pliables appelées cintres-bêlements, essentiellement de grandes tentes dotées d'une structure en acier qui pouvait être montée en quelques heures et démontée tout aussi rapidement. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils sont complètement démontés et cachés dans des granges ou des entrepôts forestiers à proximité. Même une fois assemblés, ils seraient recouverts d'un filet de camouflage dans lequel de véritables feuillages étaient tissés. À partir de 200 pieds de hauteur, ils ont enregistré une couverture arborée dense. Les tromperies les plus élaborées impliquaient de faux bâtiments sur de véritables aérodromes endommagés. Après que Manston, dans le Kent, ait été lourdement bombardé fin août, les ingénieurs de la RAF ont construit des répliques de cintres détruits, des structures qui semblaient bombardées depuis les airs, mais qui étaient en réalité intactes sous des couvertures de camouflage ondulées. Pendant ce temps, les véritables hangars opérationnels servaient à la maintenance, cachés sous des grillages qui les faisaient apparaître comme des tas de gravats. La reconnaissance allemande photographierait Manston. Bureau de renseignement. Les utilisateurs notaient la cible détruite, aucune activité de réparation et la classait. L'aérodrome est resté opérationnel tout au long. À Roffort, dans l'Essex, toute la zone de dispersion a été camouflée pour ressembler à un quartier résidentiel. Les revêtements des avions ont été construits pour ressembler à des maisons de banlieue, avec de fausses cheminées et des haies de jardin. Les pilotes roulaient entre des maisons qui étaient en fait des enclos anti-souffle renforcés. Un pilote allemand qui a été abattu et capturé près de Roffort a rapporté plus tard qu'il avait survolé la zone à plusieurs reprises et qu'il n'avait jamais soupçonné qu'il s'agissait d'une station de chasse active. Il pensait qu'il naviguait en utilisant un développement suburbain. La RAF Tangmere se trouve à 3 miles à l'est de Chicha dans le West Sussex, juste sur la plaine côtière. En août 1940, c'était l'une des stations de combat les plus importantes du 11e groupe, la ligne de défense de Londres et du Sud-Est. Le 16 août, la Luftwaffe l'a frappée avec tout ce qu'elle avait. Les Junker 87 Stuka ont hurlé lors de plongées presque verticales, larguant des bombes de 500 livres directement sur la station. L'attaque a duré 12 minutes. Lorsque la fumée s'est dissipée, 14 personnes étaient mortes. Le bloc des opérations était détruit, les hangars brûlaient et la piste principale ressemblait à une carrière de gravier. La reconnaissance de la Luftwaffe a photographié les dégâts. Cet après-midi-là, les agents du renseignement ont déposé leur rapport. Tangar était effectivement hors de combat. Sauf que ce n'était pas le cas. Même pas proche. En 48 heures, les escadrons de Tangmar, le 43e escadron et le 601e escadron, effectuaient des missions de combat complètes. Pas d'opération réduite, pas de patrouille limitée, des interceptions de la totalité de l'escadron des formations de bombardiers allemands. Parce que Tangmere n'était pas vraiment un aérodrome. Il était 6 heures. Ouest-en-Est, à seulement 3 km au nord-est, est devenu le principal satellite. Il s'agissait d'un terrain en herbe aménagé en 1938, officiellement classé comme terrain d'atterrissage de secours. Les Allemands connaissaient West-Apney. Il figurait dans certains dossiers de renseignement, mais ils l'avaient systématiquement sous-estimé en tant que bande auxiliaire mineure sans valeur opérationnelle. En réalité, après le raid du 16 août, West-Apney est devenu le cœur battant de Tangmere. Le 145e escadron s'y est complètement déplacé, exploitant des ouragans depuis des positions dispersées autour du périmètre. Les pilotes étaient cantonnés à Goodwood House, le domaine du duc de Richmond, dormant dans des chambres remplies d'œuvres d'art inestimables tandis que leurs avions étaient camouflés dans les bois du domaine à quelques centaines de mètres seulement. Murren, à 5 km au sud-ouest de Tangmere, était encore plus invisible. Il s'agissait littéralement d'un champ agricole que la RAF avait nivelé et désigné pour une utilisation d'urgence. Pas de bâtiment permanent, pas de surface pavée, juste une bande de gazon avec des décharges de carburant cachées dans un poste de police voisin et une petite tente d'opération dissimulée dans une grange. Début septembre, le 602e escadron pilotait régulièrement des Spitfire depuis Murren. Les renseignements allemands ne l'ont jamais identifié comme une base de chasse active, pas une seule fois pendant toute la bataille. Ensuite, il y avait un puldrome plus proche de Chicha, essentiellement un grand terrain plat avec une préparation minimale. Il servait de terrain d'atterrissage d'urgence et de point de ravitaillement avancé. Les pilotes de Tangmar atterrissaient sur un puldrome après le combat. Faites le plein derrière les Edgero et reprenez l'air dans 15 minutes. Pas de paperasse, pas de procédure formelle, juste un chaos contrôlé qui a fonctionné parce que tout le monde savait exactement ce qu'il faisait. Shopwike, un autre satellite, était si bien caché que même certains membres de la RAF ignoraient son existence. Il s'agissait d'une petite bande de gazon utilisée principalement pour permettre aux avions endommagés d'atterrir loin des gares principales.
Si un Spitfire subissait des dégâts de combat et ne parvenait pas à regagner une base majeure, Shopwick était là, non cartographié, non défendu, mais fonctionnel. La dernière pièce était Toving au nord de Tangmar, qui servait de point de dispersion pour les avions en cours de maintenance. Les ouragans endommagés y seraient remorqués la nuit, réparés sous un filet de camouflage et remis en état opérationnel sans jamais apparaître dans les rapports de force de la station principale. Ce réseau signifiait que lorsque la Luftwaffe avait bombardé Tangmir jusqu'à l'oubli apparent, elle n'avait en réalité presque rien accompli sur le plan stratégique. Ils ont détruit des bâtiments et des infrastructures. Oui, ils avaient tué des gens, tragiquement, mais ils n'avaient pas touché à la capacité opérationnelle parce que la capacité opérationnelle n'était plus à Tangmir. Il était dispersé dans tout le West Sussex, dans des champs que les Allemands ne pouvaient pas trouver. L'échec n'est pas dû au manque d'efforts. La collecte de renseignements allemands en 1940 était en réalité assez sophistiquée. Ils disposaient d'avions de reconnaissance à haute altitude, principalement des Dornier d'O-17 et des Junker U-86, survolant la Grande-Bretagne presque quotidiennement, équipés d'excellentes caméras capables de capturer des détails remarquables à 30 000 pieds. Ils avaient des agents sur le terrain, mais pas autant qu'ils le prétendaient. Ils avaient des unités de renseignement électromagnétique qui écoutaient le trafic radio de la RAF. Ils ont interrogé les prisonniers. Ils avaient saisi des documents. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour comprendre le réseau de défense aérienne britannique, sauf qu'ils ne le comprenaient pas du tout. Le problème central était doctrinal. Les services de renseignement de la Luftwaffe opéraient sur la base des hypothèses allemandes sur la manière dont les forces aériennes devraient être organisées. Dans le système allemand, les aérodromes étaient d'importantes installations permanentes avec des pistes en béton, de grands hangars, des casernes, des bâtiments administratifs, des dépôts de carburant et des stockages de munitions, le tout centralisé en un seul endroit évident. Cela était logique pour la doctrine offensive de la Luftwaffe. Ils avaient besoin de bases capables d'accueillir des centaines d'avions pour des campagnes de bombardement soutenues. Ainsi, lorsque les agents du renseignement de B.O. Schmidt analysèrent des photographies de l'Angleterre, ils recherchèrent des aérodromes à l'allemande et ils les trouvèrent. Big Hill, Kenley, Nordhalt, Tangmir, Hornurch. Chaque station majeure de la RAF a été identifiée, cartographiée et ciblée. Ce qu'ils ont filtré comme étant non pertinent, c'était tout le reste. Ces champs d'herbe avec de légères traces de traces, ces terres agricoles, cette zone ouverte avec ce qui pourrait être des avions sous les arbres, probablement un site de stockage dispersé non opérationnel. Les photo-interprètes ont été formés pour identifier les infrastructures, les bâtiments permanents, les surfaces en béton, les installations militaires évidentes. Un champ qui ressemblait à un champ n'était pas enregistré comme aérodrome même lorsque les Spitfire y opéraient. Il existe un exemple documenté datant de septembre 1940 qui illustre parfaitement cet angle mort. Un avion de reconnaissance de la Luftwaffe a photographié la zone autour de Rofford dans l'Essex. Les images montraient clairement plusieurs chasseurs d'ouragans garés dans ce qui ressemblait à un arrangement étrangement géométrique à proximité de bâtiments agricoles. L'officier du renseignement qui a analysé les photos a noté une possible zone de dispersion des avions, mais a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un aérodrome fonctionnel car il n'y avait ni piste, ni hangar, ni infrastructure de soutien visible. L'officier regardait un poste de chasse actif. Rofford a été opérationnel tout au long de la bataille, mais l'a rejeté parce que cela ne correspondait pas à son modèle mental de ce à quoi devrait ressembler un aérodrome. Le réseau d'agents était encore moins efficace. L'Allemagne avait une poignée d'espions opérant en Grande-Bretagne en 1940, mais le Mi-5 avait identifié et trahi ou arrêté la plupart d'entre eux grâce au système de double croisement. Les agents qui envoyaient des rapports en Allemagne fournissaient en grande partie des informations que les services de renseignement britanniques voulaient faire entendre aux Allemands. Aucun d'entre eux n'était positionné à proximité des stations de la RAF. Cela aurait été trop évident. Et aucun n'a fait rapport sur le réseau d'aérodromes par satellite, car l'identification des bandes gazonnées cachées nécessitait des connaissances aéronautiques spécifiques qu'ils ne possédaient pas. Le renseignement électromagnétique a capté de grandes quantités de trafic radio de la RAF, mais il a révélé les indicatifs d'appel et les schémas opérationnels des escadrons, et non les emplacements physiques. Les Britanniques faisaient attention à la discipline radio. Les pilotes n'ont pas diffusé le décollage depuis le champ secret près de Chicha. Ils utilisaient des indicatifs d'appel et des références codées. Les renseignements allemands pouvaient déterminer si les escadrons étaient actifs et estimer les taux de tri, mais ils ne pouvaient pas déterminer où les avions étaient réellement basés. Le plus grave peut-être est que les Allemands ont souffert d'un biais de confirmation. Lorsque leurs bombardiers ont détruit Tangmir et que des photographies ont montré les dégâts.
Les rapports des services de renseignement l'ont marqué comme étant des opérations limitées et fortement endommagées. Lorsque des escadrons de Tangmir continuaient d'apparaître au combat, les Allemands pensaient qu'il s'agissait de restes opérant depuis la base endommagée, et non d'escadrons volant depuis 5 satellites non découverts à proximité. Le 15 septembre 1940, désormais commémoré comme le jour de la bataille d'Angleterre. Ce matin-là, les équipages aériens de la Luftwaffe ont assisté à des briefings au cours desquels des agents du renseignement leur ont dit que la RAF n'avait plus que quelques douzaines de chasseurs opérationnels. La dernière estimation du Major Schmidt estime la force du RAF Fighter Command à peut-être 50 avions utilisables dans tout le sud-est. Le calcul semblait solide. Depuis l'Eagle Day du 13 août, les pilotes allemands ont déposé des réclamations pour la destruction de plus de 900 chasseurs de la RAF. La production britannique ne pourrait pas compenser les pertes à ce rythme-là. L'armée de l'air de Churchill était à bout de souffle. Le premier grand raid traverse les côtes anglaises vers 11h30. Plus de 100 bombardiers Dornier escortés par plus de 300 chasseurs se dirigent vers Londres. Les équipages de bombardiers allemands s'attendaient à une légère résistance, peut-être à quelques Spitfire désespérés effectuant des interceptions symboliques avant d'être submergés. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à un solide mur de combattants de la RAF. Escadron après escadron se levèrent à leur rencontre. Les Huracans du 501e escadron les ont frappés au-dessus de Canterbury. Des Spitfire du 72e escadron ont été interceptés au-dessus de Maidstone, puis du 92e escadron, puis du 603e escadron, puis d'autres ont continué à arriver. Les chefs des formations allemandes répondaient par radio, confus. Où étaient tous ces combattants venant d'ATM? La Luftwaffe lança un raid encore plus important. Plus de 150 bombardiers et plus de 300 chasseurs, la plus grande formation jamais envoyée contre la Grande-Bretagne. Cette fois, les équipages allemands étaient certains de ne rencontrer qu'une opposition minimale. Les Britanniques avaient sûrement jeté tout ce qu'ils avaient lors du raid du matin. C'est le contraire qui s'est produit. Les chasseurs de la RAF sont apparus en nombre encore plus grand. Au moment où la formation atteignit Londres, il était frappé simultanément dans plusieurs directions. Les pilotes du 303e escadron, les pôles de North-Salt, ont traversé le flot de bombardiers. Le mauvais escadron Douglas 242 a été attaqué par le haut. Le 609e escadron arriva par les flancs. Le nombre total de sorties de la RAF ce jour-là dépassait les 300. Pas 300 avions au total, 300 sorties, ce qui signifie que de nombreux avions ont effectué plusieurs missions. Pour une force aérienne censée disposer de 50 chasseurs opérationnels, cela était impossible. Les pilotes allemands savaient que le calcul ne fonctionnait pas. Certains équipages de bombardiers ont rapporté plus tard avoir vu ce qu'ils pensaient être les mêmes Spitfire les attaquer plusieurs fois au cours d'une seule mission, ce qui était exactement ce qui se passait car les chasseurs atterrissaient sur des champs satellites, faisaient le plein en 10 minutes et reprenaient les airs pour intercepter la même formation de bombardiers lors de son voyage de retour. Voici comment cela a réellement fonctionné ce jour-là. Big Hill comptait officiellement 2 escadrons, le 92 et le 72e escadron. Mais les pilotes qui manquaient de carburant ou de munitions pendant le combat ne retournaient pas à Big Hill avec son infrastructure détruite. Ils ont atterri à Gravend, un champ satellite situé à 10 km de là. Les équipes au sol de Gravend les ont ravitaillés et réarmés en quelques minutes, et ils ont de nouveau décollé. Du point de vue allemand, ils viennent de combattre les Spitfire de Big Hill. Puis, 15 minutes plus tard, d'autres Spitfire 9 sont apparus, mais il s'agissait du même avion qui opérait désormais depuis un endroit différent. Le même schéma s'est répété dans le sud de l'Angleterre. Les escadrons de Tangmar ont utilisé West Hackney et Murren pour des rotations rapides. Les escadrons Hornchurch ont utilisé Rofford et Southend. Les combattants de Kenly se sont dispersés vers Red Hill et Cuden. Le réseau satellitaire a transformé une défense désespérée en quelque chose qui ressemblait à des réserves inépuisables. À la fin de la journée, la Luftwaffe avait perdu 56 avions. Les pertes de la RAF s'élevèrent à 29. Mais au-delà des chiffres immédiats, le 15 septembre ébranla complètement la confiance allemande. Les jurés avaient promis à Hitler que la RAF était terminée. Ses services de renseignement l'avaient confirmé. Pourtant, les équipages aériens allemands avaient fait face à la plus forte opposition de chasseurs de toute la bataille. Le système d'aérodrome par satellite avait créé une illusion de force qui était en réalité plus efficace que la force réelle, car il convainquait les Allemands qu'ils combattaient un ennemi impossible à vaincre. Vivre et combattre depuis ces bases fantômes n'avait rien à voir avec le service traditionnel de la RAF. Le lieutenant d'aviation Tom Neal, du 200e escadron,
a décrit plus tard être arrivé à un champ satellite près de Bosamdown et n'avoir absolument rien trouvé. Juste un champ, une manche à air et 2 branches d'essence cachées sous un arbre. Pas de désordre pour les officiers, pas de logement convenable, pas de bâtiments administratifs. Son escadron dormait dans des fermes de réquisition à 3 km de là, se rendait sur le terrain chaque matin dans des camions civils et passait la journée assis sous les ailes de leurs avions, attendant les ordres de brouillage provenant d'un seul téléphone de campagne connecté à un fil passé à travers la haie. Le contraste avec la vie en temps de paix dans la RAF était saisissant. Avant la guerre, les pilotes de chasse vivaient dans de véritables postes dotés de toutes les cérémonies et de la structure de la tradition militaire. En septembre 1940, le 85e escadron du chef d'escadron Peter Townsend opérait depuis un champ près de Cudon, où la cabane de dispersion était littéralement un coupé de poulets de fermiers qui avait été vidé et équipé de quelques chaises et d'un téléphone de campagne. Les pilotes écrivaient des lettres chez eux assis sur des bottes de foin. Lorsque l'ordre de ruée arrivait, ils sprintaient à travers un champ boueux jusqu'à leurs ouragans, qui étaient cachés derrière des haies avec des filets de camouflage drapés dessus. Les équipes au sol étaient les héros méconnus de ce système. Ces hommes, pour la plupart à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, étaient des mécaniciens, des armuriers et des monteurs qui maintenaient les chasseurs opérationnels dans des conditions qui horrifieraient un officier du génie en temps de paix. À West Hamney, l'ouragan du sergent James Ginger Lassie était entretenu par une équipe de 3 hommes travaillant sous une tente en toile. Ils n'avaient ni outils appropriés, ni atelier, ni éclairage, à l'exception de torchers portatives une fois la nuit tombée. Lorsque l'avion de Lassie a subi des dégâts de canon au-dessus du canal, son équipage a réparé les ailes avec du tissu et de la drogue en travaillant au clair de lune, et le Huracan était de nouveau en mesure de voler à l'aube. Le ravitaillement et le réarmement devaient se faire au rythme des chasseurs et non au rythme des bombardiers. Sur les terrains satellites, le temps manquait pour les procédures et protocoles de sécurité appropriés. L'équipe au sol de Rofford a développé une technique qui leur permettait de commencer à ravitailler un Spitfire avant même que le pilote ne sorte du cockpit. Avec des armuriers rechargeant simultanément les mitrailleuses Browning montées sur les ailes. L'ensemble du redressement, du carburant, des munitions et des vérifications de base, pouvait être effectué en 8 minutes. C'est ainsi qu'un même avion pourrait effectuer 3 ou 4 sorties en une seule journée. Les conditions de vie étaient également improvisées. À Goodwood House, les pilotes polonais du 145e escadron étaient cantonnés dans des pièces ornées de peintures du XVIIIe siècle sur les murs. Ils dormaient dans des lits à baldaquin, se réveillaient à l'aube, traversaient la pelouse jusqu'à l'endroit où leur Huracan était caché dans les bois, et effectuaient des missions de combat au-dessus de la Manche, puis revenaient déjeuner dans une salle à manger au lustre en cristal. Un pilote polonais, l'officier pilote Ludwig Martel, a écrit à sa famille pour décrire l'expérience surréaliste de prendre un petit déjeuner dans de la porcelaine fine 1 heure après avoir abattu un désastre. Tous les logements n'étaient pas aussi élégants. À Meuron, les pilotes dormaient dans des tentes cloches dans un champ. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Ils se lavaient dans un ruisseau voisin et préparaient leur repas sur un réchaud de camping. Mais ils étaient opérationnels, et c'est ce qui comptait. Le système satellite a transformé l'ensemble de la RAF en une sorte de force de guérilla. Mobile, adaptable, impossible à cerner. Les équipes au sol sont devenues expertes en matière de camouflage et de dissimulation. Les pilotes ont appris à naviguer en utilisant des points de repère plutôt que des cartes, car leur base d'opération réelle ne figurait souvent sur aucune carte. Le réseau d'aérodromes par satellite n'a pas seulement aidé la Grande-Bretagne à survivre à la bataille d'Angleterre. Cela a fondamentalement modifié les calculs stratégiques d'Hitler. Le 17 septembre 1940, 2 jours seulement après les raids désastreux du 15, Hitler publia une directive reportant Sindai l'opération Silion. La raison officielle invoquée était les conditions météorologiques défavorables. Mais les conversations privées des Führers racontaient une toute autre histoire. On lui avait promis la supériorité aérienne sur le sud de l'Angleterre comme condition préalable à l'invasion. Göring lui avait assuré que la RAF serait détruite d'ici la mi-septembre. Au lieu de cela, les équipages de bombardiers allemands ont signalé une opposition de chasseurs plus forte qu'en août. Les mathématiques de l'invasion exigeaient que la Luftwaffe parvienne à une domination aérienne totale. Les planificateurs de Wehrmacht ont estimé qu'il leur fallait au moins un 4. Une supériorité en chasseurs pour protéger la flotte d'invasion traversant la Manche. Fin septembre, les renseignements allemands affirmaient toujours que la RAF était presque terminée. Mais la réalité opérationnelle raconte le contraire. Chaque mission de reconnaissance a été confrontée à une interception de chasseurs. Chaque raid de bombardiers rencontrait des escadrons qui étaient censés n'exister pas.
L'écart entre les rapports de renseignement et l'expérience du combat est devenu trop grand pour être ignoré. Le report du 17 septembre décidé par Hitler est devenu permanent en octobre. Le système d'aérodrome par satellite a créé une tromperie stratégique bien plus efficace que n'importe quelle campagne de désinformation délibérée. Les Britanniques n'avaient pas trompé les Allemands avec de faux renseignements. Ils avaient simplement rendu invisible leur capacité réelle. Le résultat fut le même, une force d'invasion qui ne pouvait pas risquer de traverser la Manche car elle ne pouvait pas garantir la couverture aérienne nécessaire à sa survie. L'héritage des aérodromes invisibles britanniques s'étend bien au-delà de 1940. La doctrine de dispersion s'est avérée si efficace qu'elle est devenue une pratique courante pour les forces aériennes du monde entier. Pendant la guerre froide, l'OTAN a développé des systèmes élaborés de bases d'opérations dispersées où les combattants pouvaient se disperser sur plusieurs sites en cas de crise. L'Union soviétique a construit des centaines d'aérodromes auxiliaires à travers l'Europe de l'Est spécifiquement pour survivre à la première frappe de l'OTAN. Le célèbre système suédois BAS 90, où les chasseurs gréens opèrent à partir de bandes routières renforcées, est un descendant direct des satellites Tangmir de la RAF. Même la guerre aérienne moderne reflète ces leçons. La doctrine agile d'emploi au combat de l'US Air Force, qui répartit ses forces sur plusieurs sites austères plutôt que de les concentrer sur de grandes bases, est essentiellement le système satellitaire de 1940 adapté aux menaces du XXIe siècle. Le Pentagone a étudié de manière approfondie les opérations de dispersion du RAF Fighter Command lors de l'élaboration de stratégies d'opération dans des environnements contestés où les bases permanentes deviennent des vulnérabilités. Les ingénieurs, les pilotes et le personnel au sol qui ont fait fonctionner ce système étaient pour la plupart des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires sous pression. Ils ont pris une situation désespérée, les bombardiers allemands détruisant leurs bases, et en ont fait un avantage stratégique en adoptant l'invisibilité et la mobilité. La Luftwaffe a continué à rechercher la RAF sur des aérodromes évidents dotés d'infrastructures permanentes tandis que la force de combat réelle était dispersée sur des dizaines de champs qui ne ressemblaient qu'à la campagne anglaise. C'est la véritable histoire de la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a survécu à 1940. Non seulement le courage et les tirs de broche, même si ceux-ci comptaient énormément, mais aussi le travail peu glorieux consistant à construire de fausses granges au-dessus des réservoirs de carburant, à garer les chasseurs derrière des haies et à apprendre à piloter toute une force aérienne à partir de champs qui n'existaient pas officiellement. Les Allemands pensaient détruire la RAF. En réalité, ils bombardaient des bâtiments vides alors que la véritable guerre se déroulait depuis des aérodromes qu'ils n'avaient jamais trouvés.